Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, réunis en ce lieu, nous traitons de sujets graves, sur un ton libre. Pour cette occasion et pour votre présence, je vous remercie. Le sujet des 6 prochaines minutes, paradoxe ou mascarade, les fascismes critiquent les élites et font de l'élitisme, voire de l'eugénisme, une valeur centrale. Permettez-moi ce soir d'entamer un voyage au cœur d'un paradoxe tourmentant notre âge, car voici un théâtre où tout s'inverse, où les élitistes veulent cogner l'équipe adverse. Ces prétendus sauveurs des peuples oubliés sont premiers à chercher les trônes dorés. Qu'est-ce donc un fascisme sinon la foi que certains naissent pour régner, d'autres pour obéir aux lois? C'est la stand-up du siècle, le double discours, qui flatte la plèbe et nous joue des tours. Qu'est-ce qu'un fascisme? Historiquement, une doctrine politique mise en place par Mussolini en Italie en 1922, qui est nationaliste et totalitaire. Au pluriel, tout système politique visant à instaurer un régime semblable. L'élitisme, la tendance à sélectionner les meilleurs pour leur physique ou leur intellect, aux dépens de la masse. Et en politique, de les installer et de les maintenir confortablement au pouvoir. Qu'est-ce qu'un paradoxe? Une contradiction. Et l'eugénisme, me demanderez-vous, c'est la sélection des meilleurs individus et la suppression des autres. Notre sujet signifie donc que les régimes totalitaires blâment une classe supérieure, alors qu'en même temps, ils prônent la supériorité de leur propre club, nation, ethnie, religion, quitte à éliminer tous ceux qui n'en font pas partie. Les fascismes, nous dit-on, font de l'élitisme. Pas de votation ou de discussion publique du régime pour les travailleurs. Le peuple n'a plus besoin de s'exprimer. Le gouvernement, davantage capable, le fait à sa place. La vision du pays ainsi que son évaluation est confiée à des cellules gouvernementales très sélectes et eugénistes dans les pires des cas. Dans l'exemple littéraire du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, paru en 1932, les humains sont littéralement imprimés avec un métier qui leur est prédisposé. Les plus intelligents et les plus beaux vont au pouvoir, au fond de l'art, alors que les moins capables font des tâches les plus répétitives, les semi-morons, on les appelle, qui pourraient se traduire comme demi-mongols. Il n'y a point d'élitisme plus violent que la sélection génétique. Les nazis ont procédé d'un côté à l'élimination des individus et à l'autre à la reproduction sélective. L'eugénisme peut souvent amener au génocide, supprimer des populations jugées inférieures pour faire plus de place à une autre. Il est évident que les fascismes prônent l'élitisme. Pourtant, ces mêmes fascismes, nous dit-on, critiquent les élites. À première vue, il semble que la position des fascismes vis-à-vis des élites est ambiguë, si pas complètement contradictoire. Se rendent-ils compte de la supercherie? C'est comique cette histoire-là. D'un coup, on attaque, d'un coup, on caresse dans le sens du poil. Fréquemment, la justification des fascistes pour leur accession au pouvoir est la lutte contre un ennemi insidieux, que seuls sont capables de vaincre. Fréquemment encore, l'ennemi est une élite qui fait partie du statu quo. Et fréquemment, aujourd'hui, cette élite a une identité plurielle, internationale, contraire à l'idéal d'homogénéité véhiculé par les nationalistes. En Hongrie, Viktor Orban, leader de droite, a basé son programme sur la protection de la culture nationale et s'oppose à lui un milliardaire, une élite internationalisée, représentée par George Soros. Très proche du pouvoir pendant des décennies, il fut banni par le leader. Donc les fascistes critiquent les élites, voire les attaquent, alors qu'ils sont eux-mêmes élitistes. Alors, la quasi-totalité des changements de régime consiste au remplacement d'une élite par une autre. Les nobles par les bourgeois, les despotes éclairés par les chefs de guerre, et j'en passe. Les fascistes n'en font pas exception. D'ailleurs, la thèse n'a jamais été que les fascismes critiquent l'élitisme, mais plutôt les élites. Et entendez ici, ces élites qui ne sont pas comme nous. L'élitisme n'est pas réservé au monde politique. Dans une compétition sportive ou oratoire, l'élitisme a toute sa place. J'entendis justement Antoine avancer sur un ton amusé. C'est l'élite ici. Nous sommes tous prompts à être tantôt critiques des élites et tantôt élitistes. Sommes-nous donc tous un peu fachos? Loin de là. Je refuse le totalitarisme. Je refuse de traiter autrui comme étant inférieur. Et par-dessus tout, je refuse la violence. N'oublions pas d'où vient le terme fasciste. Fascisme vient de fascio, un ensemble de pieux ligotés. Les légionnaires romains se déplaçaient le jour
avec ses pieux sur leur dos. À la tombée de la nuit, ils les érigeaient en guise de muraille et en cas de bataille, s'en servaient pour transpercer leurs ennemis. Le fascio romain est annonciateur de combat. Mussolini a repris ce symbole militaire antique pour ses faisceaux de combat italiens. Étymologiquement, la violence est inhérente au fascisme. Cette brutalité est-elle toujours d'actualité, me demanderez-vous? Lorsque nos concitoyens veulent protéger leur mode de vie, leur culture, les fachos abusent de cette peur, invoquant une menace étrangère. En crise identitaire nationale, un électeur fasciste peut accepter tous les moyens s'il pense que la fin est justifiée. Après être accusé de tous nos maux, chômage, perte de culture, insécurité, les étrangers, ces boucs émissaires sont pointés du doigt, déshumanisés. Alors sommes-nous fachos? Adhérons-nous à cette violence intrinsèque? Je crois que non. J'ose penser que non. Bien sûr que non. L'élitisme ne doit pas nous pousser, malgré nos peurs, à sombrer dans le fascisme et la violence qui en découle. Ni facho, ni macho, résistons avec nos mots. Nos corps ne sont pas faits pour frapper, il est bien plus beau de danser. Nos langues ne sont pas faites pour insulter. Préférons poésie et discours clamés. Ni facho, ni macho, résistons avec nos mots. Merci à tous.